3 semaines après leur divorce, elle découvrit qu'elle était enceinte. Aujourd'hui, le milliardaire veut la reconquérir. Une histoire magnifique, ne manquez pas le chapitre 10. Bonjour à ma belle famille. Que celui qui veille sur votre âme bénisse vos allées et venues. Que vos blessures cachées trouvent la guérison, que vos prières silencieuses trouvent des réponses, et puissiez-vous vous rappeler aujourd'hui que vous n'êtes pas oubliés, mais profondément aimés. Amen. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, écoutez attentivement. Ce n'est pas seulement une chaîne. C'est un foyer, un sanctuaire, un lieu où votre cœur sera compris et votre présence ressentie. Restez avec nous jusqu'à la fin, car parfois, l'histoire dont vous avez besoin est celle que vous attendiez le moins. Faisons l'appel maintenant. Commentez et présent si vous êtes assis avec votre frère, Monsieur Peter, et si vous ressentez ce lien dans votre âme, commentez simplement « Oui, je suis avec Monsieur Peter ». Votre amour est la lumière qui maintient ce foyer ardent, et n'oubliez pas d'aimer, non pas pour moi, mais pour l'esprit derrière chaque histoire. Chapitre 1, le secret. Le test de grossesse glissa des doigts tremblants de Brandy Rhodes telle une bombe qu'elle ne pouvait désamorcer. 2 lignes roses dévastatrices réécrivaient l'histoire de sa vie brisée. 6 semaines. Son bébé grandissait en elle depuis 6 semaines, alors même qu'elle signait les papiers du divorce, emballait ses affaires et tentait de se convaincre que quitter Nicolas Cage était le bon choix. À présent, assise dans le cabinet inondé de soleil du docteur Serafinae, fixant le miracle qu'elle avait imploré à Dieu durant 3 années de chagrin, Brandy avait l'impression que l'univers lui jouait la plaisanterie la plus cruelle qui soit. Le timing est. Commença doucement le docteur est. Impossible, murmura Brandy. Nous avons essayé pendant 3 ans. 3 ans de déception, à regarder Nicolas perdre espoir à chaque test négatif. Et maintenant, 3 semaines après avoir détruit notre mariage, mon corps décide de créer la seule chose qui aurait pu nous sauver. Le souvenir la frappa de plein fouet, leur dernière nuit ensemble, 2 semaines avant la signature des papiers. Nicolas était rentré tard d'une autre réunion d'urgence, et au lieu de se disputer, ils étaient tombés dans les bras l'un de l'autre avec la passion désespérée de 2 naufragés. Durant ces précieuses heures, rien d'autre n'existait, si ce n'est l'amour qui avait autrefois suffi à déplacer des montagnes. Ce devait être à ce moment-là, dans cet instant de connexion parfaite, que leur enfant avait été conçu. Avez-vous envisagé de le lui dire, demanda le docteur et avec précaution, ses cheveux argentés captant la lumière de l'après-midi qui traversait des fenêtres témoins des secrets de Charleston depuis plus d'1 siècle. Le rire de Brandy était dénué d'humour, ne portant que le tranchant de la douleur qui était sa compagne constante depuis son départ du manoir de la Gare Street. Lui dire quoi? Que la femme pour qui il n'avait pas de temps porte le bébé en lequel il a cessé de croire? Que pendant qu'il choisissait le fantôme de son père plutôt que notre avenir, notre miracle grandissait déjà? Elle se leva brusquement, sa robe d'été fluide dissimulant le secret qui allait tout changer. À travers les fenêtres du cabinet, elle pouvait voir Rainbow repeint dans des nuances de rose et d'or, chaque maison pastel abritant ses propres histoires d'amour et de perte. Quelque part dans cette belle et suffocante ville, Nicolas était probablement encore à son bureau, bâtissant l'empire qui comptait plus que la femme qu'il avait aimée de chaque souffle de son corps. Il a fait son choix le soir où il m'a dit que certains rêves ne sont pas faits pour se réaliser, poursuivit Brandy, la voix plus forte que le cœur brisé qui battait dans sa poitrine. Le travail avant la famille, le succès avant l'amour. L'héritage de son père avant la vie que nous aurions pu construire ensemble. Je ne lui donnerai pas l'occasion de briser le cœur de notre enfant comme il a brisé le mien. Le docteur se pencha en avant, l'inquiétude voilant ses yeux bienveillants. Brandy, ma chérie, un bébé change tout, même les choses que nous pensons gravées dans la pierre. Pas Nicolas. Les mots sortirent comme une prière en laquelle elle ne croyait plus. Nicolas Cage ne change pour personne. Il s'attend à ce que le monde tourne autour de son emploi du temps, de ses priorités, des normes impossibles de son défunt père. J'ai passé 7 ans à être l'épouse compréhensive, trouvant des excuses pour les dîners manqués et les anniversaires oubliés. Je n'élèverai pas mon enfant pour qu'il passe après une salle de conseil. La vérité s'installa autour d'elle comme une armure. Elle avait loué un cottage dans le quartier français sous son nom de jeune fille, disparue de leurs cercles sociaux, recommencée à 0 à 34 ans, car rester aurait tué quelque chose d'essentiel en elle. Nicolas ne savait même pas où elle vivait désormais, et elle avait l'intention que cela reste ainsi. Que direz-vous à l'enfant au sujet de son père, demanda doucement le docteur Hay. La question transperça les défenses de Brandy comme une flèche trouvant sa cible. Elle pressa sa main sur son ventre encore plat,
où une vie pas plus grande qu'une graine de pavot changeait déjà tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour et le sacrifice. La vérité, dit-elle finalement. Que son père est un homme brillant qui a bâti un empire mais a oublié comment bâtir une famille. Qu'il nous aimait à sa manière, mais que ce n'était pas suffisant. Que parfois, aimer quelqu'un signifie le protéger de la personne qui pourrait le blesser le plus. En quittant le cabinet du médecin et en marchant sur les rues pavées, lissées par des siècles de secrets, Brandy sentit le poids de sa décision s'ancrer dans ses os. L'air du soir portait le parfum du jasmin et des possibles, et pour la première fois depuis des mois, elle s'autorisa à ressentir un frémissement qui aurait pu être de la joie. Elle allait être mère. Cette pensée la terrifiait et l'enthousiasmait dans la même mesure. Elle avait rêvé de ce moment depuis si longtemps, avait imaginé le visage de Nicolas lorsqu'elle le lui annoncerait, la façon dont il poserait ses mains sur son ventre arrondi et chuchoterait des promesses à leur enfant à naître. Ses rêves étaient morts le soir où il avait choisi un accord commercial plutôt que leur dîner d'anniversaire, mais l'amour qui avait créé ses rêves grandissait en elle maintenant. En passant devant un jeune couple poussant une poussette, leur visage rayonnant du genre de bonheur qu'elle pensait autrefois être son droit de naissance, Brandy sentit quelque chose changer dans sa poitrine. La femme leva les yeux et sourit avec cette reconnaissance universelle entre mères, et Brandy lui rendit son sourire, sa main se déplaçant protectrice vers le secret qu'elle portait. « Ce sera juste toi et moi », chuchota-t-elle à la vie grandissant en elle. « Et je te promets, mon cœur, que tu n'auras jamais à te demander si tu es aimé. Tu n'auras jamais à rivaliser avec des fantômes ou des réunions de conseil pour avoir l'attention de tes parents. Tu seras mon monde entier. » Mais même en faisant cette promesse, alors qu'elle conduisait à travers les rues historiques de Charleston, passant devant le manoir où elle avait été autrefois Madame Nicolas Cage, Brandy ne pouvait se défaire du sentiment que certains secrets étaient trop puissants pour être gardés éternellement. Son enfant avait un père qui ignorait son existence, un homme dont les yeux gris et l'esprit brillant étaient déjà inscrits dans son ADN. La mousse espagnole se balançait dans la brise du soir comme des rideaux naturels, et Brandy Rod roulait vers sa nouvelle vie, portant le miracle qui allait soit guérir les vieilles blessures, soit les déchirer plus largement que jamais. Dans son cœur, elle savait qu'aimer cet enfant signifiait le protéger de l'homme qui avait prouvé que l'amour n'était pas toujours suffisant, même quand il était tout. Mais alors que les lumières de Charleston scintillaient autour d'elle comme des étoiles déchues, elle se demanda si elle commettait la plus grande erreur de sa vie ou le choix le plus courageux qu'elle ait jamais fait. Les résultats du test restaient pliés dans son sac à main comme un secret trop dangereux à garder et trop précieux à partager, et Brandy s'enfonça dans l'obscurité naissante, portant l'avenir dans son ventre et le poids du monde sur ses épaules. Chapitre 2, le regret du milliardaire. L'argent du sang avait un goût de cendre dans la bouche de Nicolas Cage alors qu'il fixait les contrats signés qui lui avaient coûté tout ce qui valait la peine d'être vécu. La fusion de Tokyo était achevée. 3 milliards de dollars venaient d'être ajoutés à l'empire de son père, et Nicolas ne ressentait absolument rien, si ce n'est le poids écrasant d'une victoire arrivée trop tard pour avoir de l'importance. Depuis les fenêtres de son bureau d'angle, Charleston scintillait sous ses pieds comme une ville de promesses brisées, chaque lumière rappelant la vie qu'il avait construite et l'amour qu'il avait détruit de ses propres mains. Monsieur Cage. Caspian Veil apparut dans l'embrasure de la porte tel un fantôme inquiet, son visage buriné plissé par le souci. « Il est presque minuit, peut-être devriez-vous rentrer chez moi pour quoi faire ?» Le rire de Nicolas était assez tranchant pour couper du verre. « Pour retourner dans ce mausolée où chaque pièce sent encore son parfum, où je peux m'asseoir dans le silence et me rappeler ce que cela faisait d'être aimé par la seule femme qui ait jamais compté. » Le verre en cristal dans sa main était devenu son compagnon le plus fidèle ces 3 dernières semaines, le whisky coûteux brûlant sa gorge comme un regret liquide. Caspian travaillait pour la famille Cage depuis que Nicolas était à l'université, il l'avait vu passer du jeune homme qui quittait autrefois les réunions du conseil plus tôt pour cueillir des fleurs sauvages pour sa femme, au bourreau de travail qui avait oublié son propre anniversaire de mariage. « Elle vous aimait » dit doucement Caspian, sa voix portant le poids des années à regarder leur relation s'effriter. « Aimait. » Au passé. Nicolas posa le verre avant de le projeter contre le mur. « Savez-vous comment elle m'a appelé le soir où elle est partie ? Elle a dit que j'étais devenu exactement comme mon père. Pas les bons côtés, la vision, la motivation, la capacité de créer quelque chose à partir de rien, mais le pire côté. Celui qui sacrifiait tout ce qui était réel pour quelque chose qui n'existait que sur le papier. » L'accusation l'avait frappée comme un coup physique parce qu'elle était d'une vérité dévastatrice. Augustus Cage avait bâti un empire, mais il était mort seul dans ce même bureau à 58 ans, travaillant sur une affaire qui ne pouvait pas attendre un jour de plus. Nicolas l'avait trouvé affaissé sur ces mêmes documents de fusion,
et ses derniers mots avaient porté sur les projections du marché, et non sur le fils qui avait passé une vie entière à essayer de gagner son approbation. J'avais juré d'être différent, poursuivit Nicolas, la voix se brisant comme celle d'un adolescent. Je m'étais promis de ne jamais choisir les affaires au détriment de la famille comme il l'avait fait, et puis j'ai fait exactement cela, n'est-ce pas? Je l'ai laissé dîner seul pendant que je poursuivais son fantôme à travers 3 fuseaux horaires. L'ironie était suffocante. Il avait passé 20 ans à construire le genre de succès que son père avait exigé, accumulant une richesse et un pouvoir au-delà des rêves de la plupart des gens, et la seule chose qu'il avait vraiment voulu était maintenant perdue pour toujours. Brandy avait demandé si peu, des dîners ensemble, des conversations qui n'étaient pas interrompues par des appels téléphoniques, des vacances où son attention lui appartenait au lieu d'être accaparée par n'importe quelle crise ne pouvant attendre le lundi. Où est-elle? Demanda soudain Nicolas, la question qui le torturait depuis des semaines s'échappant enfin. Je suis passé devant la galerie où elle travaillait, mais ils ont dit qu'elle avait démissionné. J'ai appelé tous les hôtels de Charleston, toutes les agences de location. C'est comme si elle s'était volatilisée. Caspian se décala, mal à l'aise. Peut-être ne veut-elle pas être trouvée. La vérité atterrit comme un coup de poing au plexus solaire. Brandy avait disparu si complètement que même ses ressources considérables ne parvenaient pas à la localiser. Elle n'avait presque rien pris de leur règlement de divorce, juste ses fournitures d'art, les bijoux de sa grand-mère et un cœur brisé qu'il avait causé. La femme qu'il avait autrefois assez aimée pour l'attendre jusqu'à 3 heures du matin quand ses vols étaient retardés ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. J'ai engagé un détective privé, admit Nicolas, la honte brûlant ses joues. Puis je l'ai viré avant qu'il ne puisse trouver quoi que ce soit. Si elle voulait que je sache où elle est, elle me le dirait. Elle a fait son choix. L'a-t-elle fait? Demanda doucement Caspian. Où l'avez-vous fait pour elle? Un dîner manqué après l'autre? La question flottait dans l'air comme un acte d'accusation. Nicolas repensa à leur dernier anniversaire, à la robe émeraude qu'elle portait et qu'il avait à peine remarquée, à la façon dont elle l'avait regardé lorsqu'il avait répondu à son téléphone lors de leur ultime dispute. Il y avait eu quelque chose dans ses yeux ce soir-là, pas seulement de la colère, mais une sorte de tristesse désespérée, comme si elle regardait leur mariage mourir en temps réel. Elle a tellement essayé, chuchota Théil, l'aveu écorchant sa gorge à vif. 3 ans de traitement de fertilité, à espérer, prier et croire que nous pourrions tout avoir. Et je l'ai regardé perdre un peu plus espoir à chaque test négatif, je l'ai regardé se blâmer pour quelque chose qui était probablement de ma faute de toute façon. Le stress que je lui ai imposé, la façon dont je n'étais jamais vraiment présent même quand j'étais à la maison. Les mots de sa mère, plus tôt cette semaine, résonnaient dans son esprit avec une clarté dévastatrice. Tu as détruit la seule chose vraie que tu aies jamais eue, Nicolas. Ton père a bâti un empire, mais au moins il n'a jamais oublié ce qui comptait le plus jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Toi, tu as oublié alors qu'il te restait encore du temps pour t'en souvenir. Evangeline Cage avait fait le trajet depuis leur domaine familial de Savannah spécifiquement pour délivrer ce sermon particulier, et chaque mot avait été un couteau entre ses côtes. Elle l'avait trouvé ivre et brisé dans leur manoir familial, entouré de pièces vides qui retenaient encore le rire de Brandy dans leurs murs. J'ai annulé la réunion du conseil ce matin, dit soudain Nicolas, les mots le surprenant lui-même. C'est la première fois en 10 ans que j'annule quelque chose pour des raisons personnelles. Savez-vous pourquoi? Caspian attendit, ayant appris quand Nicolas avait besoin de parler et quand il avait besoin de silence. Parce que j'ai réalisé qu'elle avait raison. Surtout. Papa ne m'a pas laissé cette entreprise parce qu'il m'aimait. Il l'a laissée parce qu'il ne pouvait pas l'emporter avec lui, et il savait que j'étais assez stupide pour sacrifier ma vie pour son héritage de la même manière qu'il l'avait fait. Nicolas se leva, sa haute silhouette se découpant contre les lumières de la ville. J'ai couru après l'approbation d'un homme mort pendant 20 ans, et cela m'a coûté la seule personne dont l'approbation comptait réellement. Le bureau ressemblait à un tombeau rempli de réalisations sans signification, les récompenses alignées sur les murs, preuve de succès, avaient un goût de sûr. Nicolas avait tout ce que son père avait voulu qu'il ait, et rien qui ne rende le réveil de demain digne d'intérêt. Que allez-vous faire? Demanda Caspian. Je vais la retrouver. La décision se cristallisa dans la poitrine de Nicolas comme de l'acier refroidissant pour prendre forme. Je me fiche qu'elle ait déménagé en Alaska, changé de nom ou construit une nouvelle vie qui ne m'inclut pas. Je vais retrouver Brandy, et je vais passer le reste de ma vie à prouver que je peux être l'homme qu'elle méritait depuis le début. Et si elle refuse d'écouter? Nicolas ramassa son alliance là où elle reposait sur son bureau depuis 3 semaines,
l'anneau de platine captant les lumières du bureau comme une promesse qu'il avait brisée. Il la glissa à nouveau à son doigt pour la première fois depuis son départ, son poids étant à la fois familier et étranger. Alors je continuerai d'essayer jusqu'à ce qu'elle le fasse. C'est l'amour de ma vie, Caspian, la seule femme que j'ai jamais aimée, la seule que j'aimerai jamais. Je préfère passer les 50 prochaines années à gagner son pardon plutôt que 5 minutes à prétendre que je pourrais être heureux sans elle. En quittant le bureau qui avait été sa prison, Nicolas sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas exactement de l'espoir, mais la possibilité de l'espoir. Demain, il commencerait la campagne la plus difficile de sa vie, non pas pour construire un empire commercial, mais pour reconquérir la femme dont l'amour avait été la seule chose qui l'ait jamais fait se sentir vraiment prospère. Derrière lui, les documents de fusion gisaient abandonnés sur son bureau, des milliards de dollars de contrats qui lui avaient tout coûté et ne signifiaient absolument rien. Devant lui se trouvait la mission la plus importante de sa vie, retrouver la femme qu'il avait perdue et prouver que l'amour pouvait triompher même du regret le plus profond. Les portes de l'ascenseur se refermèrent comme un rideau sur son ancienne vie, et Nicolas Cage descendit dans la nuit de Charleston, portant son cœur brisé et l'espoir désespéré que certaines erreurs pouvaient encore être pardonnées. Chapitre 3, caché aux yeux de tous. Les nausées matinales frappèrent Brandy Rhodes comme un train de marchandises déguisé, la forçant à abandonner la réunion client la plus importante de sa nouvelle carrière pour aller vomir derrière le Magnolia à l'extérieur de la prestigieuse galerie de Zephyr Ashworth. « D'où Jésus, ma fille, qu'est-ce que tu as mangé ?» La voix de Valencia Storm traversa l'air humide du matin alors qu'elle se précipitait aux côtés de sa meilleure amie, l'inquiétude inscrite sur ses traits saisissants. « Tu as l'air d'un cadavre réchauffé au micro-ondes. » Brandy s'essuya la bouche du revers de la main, essayant de retrouver un peu de dignité alors que son monde tournait comme un manège de fête foraine. À 10 semaines de grossesse, son corps était devenu un étranger avec son propre agenda, la trahissant aux pires moments imaginables. L'ironie ne lui échappait pas. Après des années à prier pour des symptômes de grossesse, elle les avait maintenant aux moments les plus inopportuns. « Ce doit être quelque chose que j'ai mangé, mentit-elle, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. C'était la 5e fois cette semaine qu'elle utilisait cette excuse, et l'œil d'artiste de Valencia était trop aiguisé pour manquer les répétitions. Cette crevette d'hier soir, peut-être. Chérie, tu n'as pas mangé de crevette hier soir. Tu as poussé la salade dans ton assiette pendant 1 heure et tu es devenue verte quand le serveur a apporté du pain. Les yeux sombres de Valencia se plissèrent avec le genre d'inquiétude qui venait de 15 ans d'amitié. Et tu n'as pas touché au vin depuis des semaines. La Brandy que je connais boirait une bouteille de champagne pour fêter l'obtention du compte de la collection Morrison. Le comte Morrison. Il y a 3 mois, représenter l'une des plus vieilles familles de Charleston aurait été l'opportunité d'une vie. Maintenant, cela ressemblait à jouer à la poupée dans la vie de quelqu'un d'autre alors que son monde réel se compliquait de jour en jour. Chaque matin apportait de nouveaux défis, cacher son tour de taille grandissant, trouver des excuses pour ses soudaines aversions alimentaires et prétendre que recommencer à 0 à 34 ans n'était pas terrifiant alors qu'elle était sur le point de devenir mère célibataire. « Je vais bien », insista Brandy en lissant son chemisier ample devenu essentiel à sa garde-robe. « Je m'adapte juste au nouveau travail, à la nouvelle vie, à tout ce qui est nouveau. Mon estomac est sensible depuis le divorce. » Le mensonge glissa facilement, mais l'expression de Valencia suggérait qu'elle n'y croyait pas. En tant qu'étoile montante de l'art contemporain à Charleston, Valencia Storm avait bâti sa réputation sur sa capacité à voir ce que les autres manquaient, à trouver la vérité dans les espaces entre les coups de pinceau. Appliquer cette même intensité au comportement de sa meilleure amie donnait des résultats inconfortables. « Depuis quand portes-tu des vêtements amples ?» insista Valencia, désignant la tenue soigneusement choisie de Brandy. Tu vivais dans ces robes ajustées qui rendaient le regard de Nicolas tout brumeux. Maintenant, tu t'habilles comme si tu cachais quelque chose. La mention du nom de Nicolas frappa Brandy comme un coup physique. Elle avait fait si attention à éviter leurs anciens lieux de prédilection, leurs amis communs, tout endroit où son souvenir pourrait l'attendre en embuscade. Mais elle ne pouvait éviter la façon dont l'inquiétude de Valencia lui rappelait à quel point il avait été attentif pendant leur tentative de concevoir, comment il l'avait observé à la recherche de signes et de symptômes avec l'intensité d'un homme désespéré d'espoir. « Je ne cache rien, dit Brandy, mais sa main se déplaça instinctivement vers son ventre avant qu'elle ne puisse l'arrêter. J'aime juste me sentir à l'aise. Est-ce un crime ? Valencia saisit le geste, son œil d'artiste ne manquant rien. Brandy Marie Rhodes, nous sommes amis depuis l'université. Je sais quand tu me mens, et chérie,
Tu mens si fort que je suis surprise que ton pantalon n'ait pas pris feu. Avant que Brandy ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un SMS du docteur et lui rappelant son rendez-vous de la semaine prochaine. Elle s'empressa de le mettre sous silence, mais pas avant que Valencia n'aperçoive l'identifiant de l'appelant. Docteur est. Les sourcils de Valencia se levèrent. N'est-elle pas gynécologue obstétricienne? Pourquoi vois-tu un médecin pour bébé si tu es juste stressé par le divorce? La question flottait dans l'air humide de Charleston comme de la mousse espagnole, lourde de secrets. Autour d'elle, le quartier français s'animait de son rythme matinal habituel, les touristes photographiant les balcons en fer forgé, les habitants se dépêchant d'aller travailler avec des tasses de café et des projets ambitieux, la ville s'éveillant à une autre journée de beauté, d'histoire et de mystère soigneusement gardés. Ce n'est rien, dit rapidement Brandy, mais sa voix se brisa sur les mots. Juste quelques irrégularités, des trucs liés au stress. Le divorce a été plus dur pour mon corps que je ne le pensais. Irrégularité. Valencia répéta le mot comme si elle dégustait du vin, le faisant rouler pour détecter les notes de tromperie. Quel genre d'irrégularité? Absence de règles, nausée matinale, une envie irrésistible de porter des robes larges et d'éviter le vin? La précision de l'évaluation fit trembler les genoux de Brandy. Elle avait sous-estimé à quel point Valencia la connaissait bien, à quel point ses secrets étaient transparents pour quelqu'un qui l'avait vu traverser 7 ans de mariage et 3 ans de lutte contre l'infertilité. Valencia, s'il te plaît, chuchota Brandy, le désespoir s'infiltrant dans sa voix. Quoi que tu penses savoir, ne le dis pas. Certaines choses sont trop compliquées à expliquer. Compliquées comme tomber accidentellement enceinte juste après avoir divorcé de l'homme avec qui tu essayais d'avoir un bébé depuis 3 ans. La voix de Valencia était douce mais implacable. Compliqué comme porter l'enfant de Nicolas Cage tout en se cachant de lui dans le quartier français? Les mots frappèrent Brandy comme une confession qu'elle n'avait pas voulu faire. Sa façade soigneusement construite s'effondra comme du sucre sous la pluie, la laissant exposée et vulnérable sur un trottoir public avec le secret le plus important de sa vie suspendu entre elles. Comment as-tu? Commença Brandy, puis elle s'arrêta, ses mains tremblant alors que la réalité s'abattait sur elle. Chérie, je suis une artiste. Je vois des choses. La façon dont tu touches ton ventre quand tu penses que personne ne regarde, la façon dont tu rayonnes malgré le fait que tu prétendes être malheureuse, la façon dont tu commandes du thé au gingembre au lieu du café et t'excuses de chaque repas avant le dessert. Valencia s'approcha, sa voix tombant à un murmure. De plus, tu as vomi derrière un magnolia à 9 heures du matin. Même pour Charleston, ce n'est pas exactement subtil. Brandy sentit les larmes menacées. La volatilité émotionnelle de la grossesse se combinait au soulagement d'être vue, vraiment vue, par quelqu'un qui l'aimait. Elle portait ce secret seule depuis des semaines, et son poids l'écrasait lentement. Je ne peux pas lui dire, dit-elle finalement, les mots jaillissant comme de l'eau à travers un barrage brisé. Je ne peux pas le dire à Nicolas. Il essaiera soit de tout réparer avec de l'argent et des avocats, soit il verra cela comme une autre obligation à gérer entre 2 réunions du conseil. Dans tous les cas, je perds. Valencia attira son ami dans une étreinte féroce, ne se souciant pas des clients matinaux de la galerie qui pouvaient regarder. Oh, ma chérie, de combien es-tu? 10 semaines, prévues pour le début du printemps. Les mots semblaient étranges dans sa bouche, comme parler une langue étrangère. Je l'ai découvert 3 semaines après que le divorce soit définitif. Le timing est si parfait que c'en est presque drôle, sauf que rien de tout ça n'est vraiment drôle. Quelqu'un d'autre le sait? Juste le docteur est, et maintenant toi. Brandy se recula, essuyant soigneusement ses yeux pour préserver ce qui restait de son maquillage. Valencia, tu ne peux le dire à personne. Pas à ta mère, pas à ta sœur, pas à ce chroniqueur de potin avec qui tu sors. Personne ne doit savoir. Non poteva. Perché per la prima volta da quando lei era arrivata, era lui quello rimasto in piedi da solo, senza parole, senza fiato, e non più sicuro di chi detenesse il potere tra loro. Les questions que Brandy avait évitées se précipitèrent sur elle comme une marée qu'elle ne pouvait retenir. Elle vivait au jour le jour, semaine après semaine, comme si sa grossesse existait dans une bulle qui n'aurait jamais à croiser la réalité. Mais les bébés grandissent, et Charleston était une petite ville, et certains secrets étaient trop gros pour être gardés éternellement. Ciò che la spaventava ora era quanto si fosse sentita viva sotto il suo sguardo, e quanto volesse che lui la guardasse ancora. Ma ora lei camminava con il fuoco. Tu vas t'enfuir.
La femme qui s'est battue bec et ongles pour construire une vie dans cette ville va faire ses valises et disparaître parce qu'elle est enceinte du bébé de son ex-mari. Dit comme ça, cela semblait ridicule. Mais l'alternative à affronter Nicolas, le regarder essayer de gérer leur situation comme une autre transaction commerciale, voir leur enfant devenir un autre point sur sa liste de tâches interminables semblait impossible. Je ne sais pas quoi faire d'autre, admit Brandy, sa voix petite et perdue. Je l'aime, Valencia. Je l'aime encore tellement que ça me fait mal de respirer parfois. Mais l'amour ne suffit pas quand quelqu'un ne peut pas te choisir au-dessus de tout le reste qui exige son attention. Comment élever un enfant avec un homme qui a déjà prouvé que nous ne serons jamais sa priorité? Avant que Valencia ne puisse répondre, une voix familière traversa l'air matinal comme un couteau dans de la soie. Brandy. Elles se retournèrent à l'unisson, et le cœur de Brandy cessa de battre pendant environ 3 secondes entières. À 15 mètres de là, debout devant le café où elle avait l'habitude de retrouver Nicolas pour le déjeuner lorsqu'ils étaient jeunes mariés, se tenait Caspian Veil, l'assistant de son ex-mari et la seule personne à Charleston la plus susceptible de signaler sa présence à l'homme qu'elle essayait d'éviter. Il la fixait avec le genre de reconnaissance qui signifiait que son anonymat soigneux venait de s'évaporer comme la brume matinale, et dans sa main se trouvait un téléphone portable qui pouvait le connecter à Nicolas Cage en environ 30 secondes. Brandy Rhodes n'était plus cachée aux yeux de tous. Elle était simplement exposée, enceinte, et n'avait plus nulle part où courir. Chapitre 4, la rencontre accidentelle. Le destin portait un smoking noir et le visage de Nicolas Cage lorsqu'il franchit l'entrée du gala annuel de la Fondation du patrimoine de Charleston, ignorant totalement que son ex-femme se tenait figée à 6 mètres de là comme une biche prise dans les phares. La flûte de champagne de Brandy glissa de ses doigts sans force, le cristal se brisant sur le sol en marbre de la salle de bal historique avec un bruit semblable à celui de sa nouvelle vie soigneusement construite explosant en morceaux. Elle avait oublié cet événement, l'avait bloqué de sa mémoire avec tout le reste qui appartenait à leur ancienne vie commune. Maintenant, enceinte de 4 mois et à peine dissimulée dans une robe fluide bleu marine, elle regardait le seul homme qu'elle avait jamais aimé scanner la foule avec ses yeux gris dévastateurs qui avaient autrefois vu droit dans son âme. Respire, chuchota Valencia avec urgence à côté d'elle, serrant le coude de Brandy avec assez de force pour laisser des bleus. Respire juste, il ne sait pas que tu es là. Mais alors même que sa meilleure amie prononçait ces mots, le regard de Nicolas la trouva à travers la salle de bal bondée avec la précision infaillible d'un homme qui pouvait localiser son rythme cardiaque dans une pièce pleine d'étrangers. Au moment où leurs yeux se rencontrèrent, le reste du monde cessa d'exister. L'orchestre jouant Vivaldi, les conversations sur la préservation historique de Charleston, les 200 autres invités dans leurs plus beaux atours, tout disparut sauf l'espace entre eux qui semblait soudain à la fois infini et inexistant. Il avait l'air terrible, magnifique, élégant, dévastateur dans son smoking parfaitement taillé, mais terrible de la manière dont seul un chagrin d'amour pouvait l'accomplir. Son visage était plus mince, ses yeux gris ombrés de fatigue, ses cheveux noirs plus longs qu'à l'accoutumée, comme s'il avait oublié de se soucier des détails qui comptaient tant autrefois. Même à travers la distance, elle pouvait voir le poids de leur séparation gravé dans chaque ligne de son expression. Merde. Souffla Valencia, suivant le regard de Brandy. Ok, nouveau plan, on part, tout de suite, avant qu'il ne puisse. Mais Nicolas bougeait déjà, fendant la foule avec la détermination concentrée qui avait bâti son empire et détruit leur mariage. Les gens s'écartaient automatiquement, reconnaissant l'intensité d'un homme en mission, et Brandy se trouva tout aussi incapable d'aller vers lui que de s'éloigner, prise dans l'attraction gravitationnelle d'un amour qui n'était pas mort simplement parce qu'ils avaient signé des papiers le déclarant légalement terminé. Madame Cage. Il s'arrêta directement devant elle, l'ancien titre tombant de ses lèvres comme une prière qu'il n'était pas sûr d'avoir encore le droit de prononcer. Sa voix était plus rauque qu'elle ne s'en souvenait, comme s'il avait passé les 4 derniers mois à crier ou à pleurer, ou les deux. C'est Rhodes maintenant, corrigea-t-elle automatiquement, regrettant immédiatement la façon dont les mots le firent tressaillir. Je l'ai rechangé. Bien sûr. Son sourire était douloureux à voir, mêlant autodérision et brisure. Tu as tout rechangé, n'est-ce pas? Y compris ton adresse, ton numéro de téléphone et ton désir d'exister dans la même ville que moi. L'accusation flottait entre eux comme un défi, et Brandy leva le menton avec la fierté qu'il avait portée à travers les pires semaines de sa vie. J'ai recommencé à zéro. C'est ce que font les gens quand leur mariage explose. Est-ce ce que nous avons fait? Exploser? Nicolas fit un pas de plus, et soudain elle put sentir son eau de Cologne, put voir les fines ridules autour de ses yeux qui n'étaient pas là quand ils étaient heureux.
Parce que je m'en souviens plutôt comme d'une lente hémorragie, la mort par 1000 petites coupures, chacune administrée par ma propre négligence. L'honnêteté dans sa voix l'a pris au dépourvu. Ce n'était pas le Nicolas qui avait répondu à son téléphone pendant leur dîner d'anniversaire, qui avait traité leur relation comme une autre transaction commerciale à gérer efficacement. C'était l'homme dont elle était tombée amoureuse sous la mousse espagnole et la lumière des étoiles, celui qui lui lisait de la poésie et lui promettait l'éternité avant d'oublier comment prioriser les choses qui comptaient le plus. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, luttant pour garder sa voix stable alors que son cœur essayait de s'échapper de sa poitrine. « Ce n'est pas vraiment ton genre de scène désormais. Trop d'obligations sociales, pas assez de marge bénéficiaire. » La pique atteignit sa cible, et elle le regarda absorber la douleur avec la grâce de quelqu'un qui savait qu'il le méritait. « Je suis allé à tout, dit-il doucement. Chaque événement caritatif, chaque vernissage de galerie, chaque fonction sociale à Charleston ces 4 derniers mois, espérant que je pourrais te voir, espérant que tu pourrais m'accorder 5 minutes pour te dire à quel point j'ai complètement détruit la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Nicolas, commença-t-elle, mais il leva une main qui tremblait légèrement, et elle réalisa que cette conversation lui coûtait autant qu'à elle. « Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, je sais que j'ai perdu ce droit le soir où j'ai choisi une affaire commerciale plutôt que notre dîner d'anniversaire, mais j'ai besoin que tu saches que j'échangerai chaque dollar, chaque contrat, chaque réalisation des 20 dernières années pour une chance de plus de t'aimer comme tu mérites d'être aimé. » Les mots la frappèrent comme des coups physiques, chacun atterrissant au centre exact de blessures qui n'avaient même pas commencé à guérir. Autour d'eux, le gala poursuivait son rythme élégant, mais Brandy se sentait aussi exposée que s'ils étaient seuls, sur une scène, avec des projecteurs illuminant chaque secret qu'elle portait. « C'est trop tard » chuchota-t-elle, sa main se déplaçant instinctivement vers son estomac avant qu'elle ne puisse s'en empêcher. Le geste était minuscule, protecteur, inconscient, mais les yeux de Nicolas suivirent le mouvement avec la concentration laser qui lui avait valu une fortune. Écouter tout ce qui comptait. Son regard s'attarda sur sa robe fluide, sur la façon dont elle se tenait légèrement de biais pour minimiser son profil, sur la douce rondeur que 4 mois de grossesse avaient ajoutée à son visage et à sa silhouette. Elle vit l'aube de la compréhension dans son expression, comme un lever de soleil sur le port, lent, inévitable et complètement transformateur. « Brandy » dit-il, et son nom était une question, une prière et une accusation, le tout enveloppé dans 2 syllabes qui détenaient le pouvoir de tout changer. « Non » dit-elle rapidement, la panique montant dans sa gorge comme de la bile. « Quoi que tu penses voir, quoi que tu penses savoir. Tu es enceinte. » Les mots tombèrent entre eux comme des pierres dans une eau calme, créant des ondulations qui atteindraient chaque coin de leur vie. « Tu portes mon bébé. » La déclaration n'était pas une question, et la certitude dans sa voix lui disait que le déni serait inutile. 4 mois de dissimulation soigneuse, de vêtements amples, de positionnement stratégique et de mensonges purs et simples, défaits en un seul moment d'instinct maternel. De combien? Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure, mais elle portait le poids du monde entier d'un homme changeant d'axe. « Cela n'a pas d'importance, » dit-elle désespérément, reculant et heurtant immédiatement Valencia, qui montait la garde comme une sentinelle féroce et élégante. « Ce n'est pas ton problème. »« Pas mon problème ?» La voix de Nicolas se brisa comme celle d'un adolescent, attirant les regards des invités voisins, qui commençaient à sentir le drame dans leur soirée parfaitement orchestrée. « Tu portes mon enfant, et tu penses que ce n'est pas mon problème? Tu as fait ton choix, » siffla Brandy, essayant de garder sa voix basse alors que toute son existence s'effondrait autour d'elle. « Le travail avant la famille, le succès avant l'amour, le fantôme de ton père avant notre avenir. Tu ne peux pas changer d'avis juste parce qu'il y a un bébé impliqué. » « Tout a changé, » dit-il férocement, s'approchant jusqu'à ce qu'elle puisse voir des taches dorées dans ses yeux gris, jusqu'à ce qu'elle puisse compter les nouvelles lignes que le chagrin avait gravées autour de sa bouche. « Tout a changé le soir où tu es parti, et ça change chaque jour depuis. J'ai essayé de te trouver pendant des mois, essayé de prouver que je pouvais être l'homme que tu méritais, et maintenant. Maintenant rien. » La voix de Brandy était plus forte qu'elle ne le ressentait, alimentée par 4 mois de préparation à cette confrontation exacte. Maintenant, tu retournes à ton empire, à tes réunions du conseil et aux normes impossibles de ton père, et je retourne à ma vie. La vie que je construis pour moi et mon bébé. Notre bébé, corrigea Nicolas, et le pronom possessif la frappa comme une gifle. Notre enfant, Brandy, fait d'amour, même si j'ai été trop stupide pour protéger cet amour quand c'était le plus important. L'orchestre choisit ce moment pour entamer une valse, leur valse,
la chanson sur laquelle ils avaient dansé à leur mariage, la mélodie qui avait joué durant une centaine de soirées tranquilles de leur mariage quand le monde était assez petit pour ne consister qu'en eux deux et l'amour qui avait autrefois suffi à déplacer des montagnes. Danse avec moi, dit soudain Nicolas, tendant la main comme une invitation à sauter d'une falaise ensemble. Une danse, 5 minutes pour se rappeler ce que nous étions avant que je ne détruise tout. Je ne peux pas, chuchota Brandy, mais alors même qu'elle parlait, son corps la trahissait, se penchant légèrement vers lui comme attiré par la gravité, la mémoire ou le genre d'amour qui brûlait assez fort pour survivre au papier du divorce et aux promesses brisées. S'il te plaît, dit-il, et le mot contenait 4 mois de regret, 20 ans d'ambition qui lui avaient tout coûté, et l'espoir désespéré d'un homme qui avait enfin appris ce qui comptait le plus. Juste une danse et ensuite je te laisserai partir. Je te laisserai tranquille si c'est ce que tu veux, mais donne-moi 5 minutes pour te tenir alors que notre bébé grandit entre nous, et je passerai le reste de ma vie à être reconnaissant pour ce moment. La demande était impossible à accorder et impossible à refuser. Autour d'eux, d'autres couples se dirigeaient vers la piste de danse, mais Brandy ne pouvait voir que la main tendue de Nicolas et la promesse de désastre ou de rédemption qu'elle représentait. Dans son ventre, leur enfant bougea comme pour répondre à la musique ou au son de la voix de son père, et Brandy sentit ses dernières défenses s'effondrer comme des châteaux de sable à marée haute. Une danse, s'entendit-elle dire, plaçant sa main tremblante dans la sienne. 5 minutes et ensuite nous sommes de nouveau des étrangers. Au moment où ses doigts se refermèrent autour des siens, la mémoire musculaire prit le dessus. Son corps se souvenait de la manière exacte dont il s'emboîtait, la façon dont sa main se posait au creux de ses reins, la façon dont sa tête trouvait l'angle parfait contre son épaule. Ils se dirigèrent vers la piste de danse comme des somnambules entrant dans un rêve partagé, et quand la musique les enveloppa, Brandy sentit 4 mois de distance prudente s'évaporer en l'espace d'un battement de cœur. « Tu es plus belle que jamais », chuchota Nicolas contre ses cheveux, la voix rauque d'émotion. « La grossesse te va bien. Tu rayonnes comme la lumière des étoiles. » « Arrête, avertit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Être dans ses bras, c'était comme rentrer à la maison après un long exil, et son cœur traître oubliait déjà pourquoi elle était partie en premier lieu. « Tu m'as manqué chaque seconde de chaque jour, » continua-t-il, sa confession coulant sur elle comme du miel chaud. « Ton rire m'a manqué, ta cuisine terrible, la façon dont tu fredonnes sous la douche. La femme qui m'a fait croire que je pouvais être meilleur que mon père ne l'a jamais été m'a manqué. » Ils oscillaient ensemble dans un rythme parfait, son ventre arrondi étant une douce pression entre eux qui parlaient de promesses et de possibilités. D'autres couples dansaient autour d'eux, mais Brandy se sentait aussi isolée et exposée que s'ils étaient les 2 seules personnes au monde. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» La question était à peine audible, prononcée dans ses cheveux avec le genre de douleur qui laisse des cicatrices. « Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance avec ça ?»« Parce que tu as prouvé que je ne pouvais te faire confiance avec rien de ce qui comptait, » répondit-elle, mais alors même qu'elle prononçait les mots, il semblait moins vrai qu'il y a 4 mois. L'homme qui la tenait n'était pas le bourreau de travail distant qui avait oublié leur anniversaire. C'était quelqu'un transformé par la perte, adouci par le regret, rendu tendre par le genre d'amour qui survit même aux erreurs dévastatrices. « Je sais, dit-il simplement. Je sais que j'ai perdu le droit à ta confiance le soir où j'ai choisi tout le reste plutôt que toi. Mais Brandy, si tu me donnes une chance de plus, juste une, je jure sur la vie de notre enfant que je passerai chaque jour à prouver que tu peux me faire confiance à nouveau. » La promesse flottait entre eux comme un pont au-dessus d'un gouffre impossible. Une partie d'elle voulait le traverser, voulait croire que l'amour pouvait triompher des schémas qui les avaient détruits, mais la plus grande partie, celle qui avait été brisée par des années passées après des réunions ennuyeuses et des voyages d'affaires, ne pouvait pas tout à fait faire le saut. « J'ai peur, » admit-elle, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les arrêter. « J'ai peur que tu redeviennes l'homme qui a oublié que j'existais dès que quelqu'un avait besoin d'approuver une fusion. J'ai peur que notre bébé grandisse en regardant son père choisir le travail plutôt que la famille de la même manière que moi. » « Alors laisse-moi te prouver que tu as tort, » dit Nicolas avec ferveur, la faisant tourner doucement de sorte que sa robe s'évase autour d'eux comme des pétales de fleurs. « Laisse-moi te montrer que te perdre m'a appris la différence entre le succès et le bonheur. Laisse-moi démontrer que je préfère être un homme d'affaires médiocre et un mari et père extraordinaire plutôt que l'homme le plus riche du cimetière de Charleston. » La chanson se terminait, leurs 5 minutes s'évaporant comme la brume matinale. Bientôt la musique s'arrêterait, et elle devrait choisir entre la sécurité de la vie qu'elle avait construite seule et la possibilité terrifiante que l'amour puisse suffire cette fois-ci. « Notre bébé donne des coups, dit-elle soudain, la confession les surprenant tous les deux. Quand la musique joue,
quand je ris, quand je pense à toi. Comme s'il savait qu'il appartient à nous deux, même si nous n'arrivons pas à comprendre comment nous appartenir l'un à l'autre. La main de Nicolas se déplaça vers son ventre avec une attention révérencieuse, sa paume se posant sur l'endroit où leur enfant grandissait. Pendant un instant, ils restèrent parfaitement immobiles au milieu de la piste de danse, connectés par le toucher, l'espoir et le miracle d'une nouvelle vie. « Peux-tu le sentir » chuchota Brandy. « Je peux tout sentir, » répondit-il, les yeux brillants de larmes non versées. « Je peux sentir notre bébé, et je peux sentir à quel point je t'aime, et je peux sentir le poids de chaque erreur que j'ai commise, mais surtout, je peux sentir l'espoir. Pour la première fois en 4 mois, je peux sentir l'espoir. » La musique se termina sur une dernière note persistante qui sembla résonner dans l'espace entre leurs cœurs. Autour d'eux, les couples se séparaient et applaudissaient, mais Nicolas et Brandy restèrent verrouillés dans leur étreinte, aucun ne voulant être le premier à lâcher prise. « Ce qui se passe maintenant, comment » demanda-t-elle, d'une voix petite et vulnérable. « Maintenant, je me bats pour toi » répondit Nicolas, son pouce traçant de doux cercles sur son ventre. « Maintenant, je prouve que les secondes chances ne sont pas que des contes de fées. Maintenant, je te montre que l'homme qui t'a perdu n'est pas le même que celui qui va te reconquérir. Et si je dis non? Si je te dis de nous laisser tranquilles? » La question resta suspendue entre eux comme une lame, assez tranchante pour déchirer l'espoir et les laisser en sang. Nicolas resta silencieux si longtemps que Brandy se demanda s'il allait répondre. « Alors je respecterai tes vœux, » dit-il finalement, chaque mot soigneusement mesuré et d'une sincérité dévastatrice. « Mais je n'abandonnerai pas. Je t'aimerai à distance, je soutiendrai notre enfant de toutes les manières que tu me permettras, et je passerai chaque jour à devenir l'homme qui te mérite, même si je n'ai jamais la chance de le prouver. » La salle de bal commençait à se vider autour d'eux, la soirée s'achevant comme une horloge à court de temps. Valencia apparut au coude de Brandy, les clés de voiture déjà en main, prête à extraire son ami d'une situation qui avait échappé à tout contrôle. « J'ai besoin de temps, » dit Brandy en reculant, mais sans parvenir tout à fait à lâcher sa main. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour assimiler, pour savoir si je suis assez courageuse pour tout risquer à nouveau. »« Prends tout le temps qu'il te faut, » répondit Nicolas en portant sa main à ses lèvres, y déposant un baiser sur ses phalanges qui ressemblait à une promesse. « Je serai là quand tu seras prête. Je serai là même si tu ne le es jamais. » Alors que Valencia l'emmenait, Brandy se retourna une fois pour voir Nicolas debout, seul sur la piste de danse vide, la main toujours tendue comme s'il pouvait retenir le fantôme de leur étreinte. L'image se grava dans sa mémoire, un homme brisé entouré des vestiges d'une soirée qui avait tout changé, l'espoir et le chagrin se livrant bataille sur son visage alors qu'il regardait l'amour de sa vie s'éloigner en portant leur enfant à naître. Dehors, dans la nuit de Charleston, la mousse espagnole se balançait dans la brise du port comme une bénédiction de la nature. Brandy Rod rentra chez elle en sachant que son secret n'était plus en sécurité, que son cœur n'était plus protégé, et que l'avenir qu'elle avait si soigneusement construit venait d'être pulvérisé par 5 minutes de danse avec le seul homme qu'elle n'ait jamais aimé. Chapitre 5, la poursuite implacable. Les pivoines arrivèrent à 9h15 précise le lundi matin, livrés par un fleuriste qui semblait légèrement déconcerté de porter le même arrangement pour le 7e jour consécutif. « Madame Rod » dit le livreur qui ne devait pas avoir plus de 19 ans, le visage empourpré par cette confusion romantique propre à ceux qui se retrouvent mêlés à l'histoire d'amour de quelqu'un d'autre. « C'est pour vous, encore une fois. Le monsieur a dit de vous dire que les pivoines signifient l'honneur et la richesse, mais aussi la timidité et la honte, ce qui semble correspondre à sa situation actuelle. » Brandy accepta les fleurs avec des mains qui avaient commencé à trembler dès qu'elle avait aperçu la camionnette familière du fleuriste devant la galerie. 5 semaines s'étaient écoulées depuis le gala, 5 semaines durant lesquelles Nicolas avait prouvé que sa transformation n'était pas simplement un remords de crise, mais un changement fondamental chez l'homme qu'elle avait épousé et perdu. Les fleurs n'étaient que le début d'une campagne si subtile et implacable qu'elle avait l'impression d'être courtisée par un homme qui avait étudié son cœur comme un plan de bataille. « Il y a un mot » ajouta le garçon, serviable, comme si elle risquait de manquer l'enveloppe crème nichée entre les fleurs roses. « Et il voulait que je vous dise qu'il sait que vous n'êtes pas encore prête à le voir, mais il espère que vous laisserez les fleurs parler pour lui jusqu'à ce que vous le soyez. » Après le départ du garçon, Brandy s'assit seule dans son bureau au fond de la galerie de Zephyr Ashworth, entourée des preuves accumulées de la dévotion de Nicolas. Des pivoines pendant 7 jours, chaque bouquet accompagné d'une note manuscrite faisant référence à un petit détail de leur mariage qu'elle était certaine qu'il avait oublié, la fois où elle avait mentionné aimer l'odeur des pivoines au marché fermier,
sa confession de toujours vouloir un jardin plein de fleurs aux nuances de coucher de soleil, ou le deuil qu'elle avait pleuré parce que les pivoines de leur jardin avaient été détruites par une tempête inattendue, et comment il l'avait tenue dans ses bras comme si ses larmes pour des fleurs étaient la chose la plus importante au monde. Je me souviens de tout, disait la note d'aujourd'hui de son écriture familière. Chaque sourire, chaque rire, chaque moment que j'étais trop aveugle pour chérir correctement. Je me souviens de la femme qui m'a appris que l'amour n'est pas quelque chose que l'on gère, c'est quelque chose auquel on s'abandonne. Je m'abandonne maintenant, Brandy, complètement. À 5 mois de grossesse, elle commençait à manquer de vêtements amples et d'angles créatifs pour dissimuler son ventre arrondi. Le bébé avait commencé à bouger régulièrement maintenant, de légers battements qui ressemblaient à des papillons testant leurs ailes, et chaque fois que cela se produisait, elle se surprenait à vouloir partager ce miracle avec la seule personne qui n'avait aucun droit sur lui et pourtant tous les droits simultanément. Son téléphone vibra avec un message de Valencia, un autre camion de livraison vient d'arriver. Celui-ci dit, du bureau de Nicolas Cage. Dois-je m'inquiéter? Brandy se dirigea vers l'avant de la galerie, où un homme en uniforme déchargeait ce qui semblait être un chevalet vintage, le genre qu'elle admirait chez les antiquaires sans jamais pouvoir se l'offrir. Son souffle se bloqua dans sa gorge lorsqu'elle le reconnut. Ce n'était pas n'importe quel chevalet, mais exactement celui devant lequel elle s'était arrêtée pour le photographier lors d'une vente immobilière à Savannah, 3 ans auparavant. Elle avait montré la photo à Nicolas, mentionnant à quel point il était magnifique, à quel point il serait parfait pour l'atelier d'art dont elle avait toujours rêvé. Madame Rod? Le livreur consulta son presse-papier. J'ai une livraison de la part de Monsieur Cage. Il voulait que je vous dise qu'il a trouvé ceci dans un entrepôt et a pensé que vous pourriez en avoir l'usage, quelque chose à propos de peintures inachevées qui méritent d'être terminées. Le message la frappa de plein fouet. Nicolas avait acheté le chevalet ce jour-là à Savannah, était retourné là-bas après qu'elle l'eût mentionné, et l'avait acheté comme surprise pour son anniversaire. Mais son anniversaire avait été oublié cette année-là, perdu dans le chaos d'une fusion qui ne pouvait pas attendre, et le chevalet avait disparu dans un entrepôt avec tant d'autres gestes planifiés mais jamais exécutés. Il y a plus, continua le livreur en déchargeant des toiles, des pinceaux et des tubes de peinture dans les couleurs exactes qu'elle préférait. Et ceci. Il lui tendit une enveloppe plus lourde que les notes quotidiennes des fleurs, scellée avec de la cire portant l'écusson de la famille Cage. À l'intérieur se trouvait une clé, en vieux laiton, polie par des années d'utilisation, et une lettre écrite sur un papier qui semblait coûteux sous ses doigts. Brandy. L'atelier d'artiste dans la remise derrière notre maison est à toi désormais, peu importe ce qui se passe entre nous. Je l'ai fait rénover après ton départ, transformé en l'espace dont tu as toujours rêvé. Des fenêtres orientées au nord pour une lumière parfaite, des rangements intégrés pour tes fournitures, un coin lecture où tu peux te reposer quand l'inspiration frappe. C'est légalement à toi, l'acte est à ton nom, un cadeau sans condition. Je sais que tu construis une nouvelle vie, et je respecte cela, mais je sais aussi que tu es une artiste, et les artistes ont besoin d'espace où ils peuvent créer sans compromis. L'atelier t'attend quand tu seras prête. Pas d'attente, pas d'obligation, juste un endroit où la beauté peut naître de tes mains comme cela a toujours été censé être. La clé ouvre le portail latéral. Valencia sait où le trouver si tu n'es pas prête à me le demander directement. Avec tout mon amour et mon respect pour l'artiste que je n'ai jamais soutenu comme j'aurais dû. Nicolas. Brandy s'effondra sur la chaise derrière le bureau de réception de la galerie, la clé chaude dans sa paume comme un talisman. 5 mois de distance soigneusement maintenue s'effritaient sous le poids de gestes qui prouvaient que Nicolas ne s'était pas seulement souvenu de qui elle était, il avait enfin appris à voir qui elle était. Cet homme est dangereux, dit Zephyr Ashworth, apparaissant à côté d'elle comme un fantôme élégant en soie fluide. À 65 ans, la propriétaire de la galerie possédait ce genre de beauté sophistiquée qui vient d'une vie passée à s'entourer d'art et d'artistes. Dangereux, parce qu'il se bat enfin pour les bonnes choses. C'est de la manipulation, dit Brandy, mais sa voix manquait de conviction. Des gestes grandioses conçus pour me faire oublier pourquoi je suis parti. Vraiment? Zéphyr prit un des tubes de peinture, lisant l'étiquette avec l'expertise de quelqu'un qui avait passé 40 ans dans le monde de l'art. Jaune cadmium, ton préféré pour capturer la lumière du soleil, bleu outre-mer, la nuance exacte que tu utilises pour l'eau et le ciel. Ce ne sont pas des cadeaux au hasard, ma chère. Ce sont les outils de ton métier, choisis par quelqu'un qui a prêté attention à ton travail. L'observation touchait trop près du but. Chaque cadeau avait été précisément calibré selon ses intérêts, ses besoins, ses rêves trop longtemps différés.
pas des fleurs choisies par un assistant ou des bijoux sélectionnés par un styliste, mais des offrandes personnelles qui exigeaient du temps, de l'attention et ce genre de connaissance intime qui vient du fait d'aimer vraiment quelqu'un. Il essaie de me racheter, insista Brandy, une main se posant de manière protectrice sur son ventre, là où leur enfant grandissait chaque jour plus fort. Non, ma chérie, dit doucement Zéphyr. Il essaie de prouver qu'il comprend enfin ce qu'il a perdu. Il y a une différence, et tu es assez intelligente pour le savoir. Avant que Brandy ne puisse répondre, son téléphone sonna avec le numéro de Valencia. Elle répondit avec appréhension, anticipant déjà le prochain développement de la campagne de Nicolas. Tu dois voir ça, dit Valencia sans préambule. Rejoins-moi au café sur King Street, celui où tu avais l'habitude de déjeuner avec lui quand vous étiez jeune marié. Et Brandy. Apporte des mouchoirs. 20 minutes plus tard, Brandy se tenait devant le café Luna, regardant à travers la vitrine une scène qui fit cesser son cœur de battre pendant environ 3 secondes entières. Valencia était assise à une table d'angle avec Caspian Val, l'assistant de Nicolas, et étalé entre eux se trouvaient des plans architecturaux, des photographies et ce qui semblait être un épais dossier de documents juridiques. Il n'est pas là, dit Valencia dès que Brandy les rejoignit, anticipant la panique de son ami. Nicolas n'est pas au courant de cette réunion. Caspian m'a demandé de te montrer quelque chose, et j'ai pensé que tu méritais de voir ça avant de prendre toute décision concernant ses fleurs et ses chevalets. Caspian paraissait plus vieux que ses 55 ans, l'épuisement gravé dans chaque ligne de son visage. Il avait été loyal à la famille Cash pendant des décennies, avait vu Nicolas passer d'un jeune homme idéaliste à un bourreau de travail, puis à quelque chose d'entièrement différent. Madame Rod, dit-il formellement, avant de se reprendre. Brandy, je m'excuse pour la tromperie, mais il y a des choses que vous devez savoir sur ce que Nicolas fait depuis votre départ, des choses qu'il est trop fier pour vous dire lui-même. Il poussa le dossier à travers la table avec des mains qui tremblaient légèrement. Il voit un thérapeute, le docteur Marcus Webb, l'un des meilleurs de Charleston, 2 fois par semaine depuis 4 mois. Il travaille sur sa relation avec la mémoire de son père et apprend à séparer sa propre identité de l'héritage commercial qu'il a reçu. Brandy ouvrit le dossier avec des doigts engourdis par le choc. À l'intérieur se trouvaient des notes de séance, des autorisations signées permettant à Caspian de les partager avec elle, et une lettre du docteur Webb lui-même détaillant les progrès de Nicolas dans l'apprentissage de la priorisation des relations sur les réalisations. Il a aussi restructuré toute l'entreprise, poursuivit Caspian. Il a promu son vice-président senior pour gérer les opérations quotidiennes, a embauché du personnel supplémentaire pour gérer les responsabilités qu'il insistait autrefois pour gérer personnellement. Son emploi du temps a complètement changé. Plus de journées de 12 heures, plus de réunions le week-end, plus de voyages d'affaires de plus de 3 jours. Les preuves étaient accablantes, documentées dans des agendas et des dossiers du personnel qui prouvaient que Nicolas ne promettait pas seulement de changer. Il avait déjà changé, démantelant systématiquement le mode de vie qui avait détruit leur mariage. « Pourquoi me montrez-vous cela » demanda Brandy, sa voix à peine un murmure. « Parce qu'il ne le fera pas » répondit simplement Caspian. Il dit que prouver sa transformation par des actes compte plus que de l'expliquer avec des mots. Mais je regarde cet homme se torturer depuis 4 mois, et je vous regarde lutter avec des décisions que vous ne devriez pas avoir à prendre seul. Vous méritez de savoir que lorsque Nicolas Cash dit qu'il a changé, il a la documentation pour le prouver. Valencia tendit la main à travers la table pour serrer celle de Brandy. Il y a plus. Montre-lui le reste, Caspian. L'assistant produisit un autre ensemble de papiers, ceux-ci portant l'entête du cabinet d'avocats le plus prestigieux de Charleston. Il a également travaillé avec des avocats aux affaires familiales, préparant des accords de garde qui priorisent votre confort et le bien-être de votre enfant sur ses propres droits parentaux. Tout est structuré pour minimiser le stress pour vous, maximiser le soutien pour le bébé, et assurer que si vous ne lui pardonnez jamais, votre enfant aura toujours accès à son père sans vous forcer à traiter avec lui directement. Brandy sentit les larmes menacées alors que l'ampleur de la préparation de Nicolas devenait claire. Il n'essayait pas seulement de la reconquérir, il construisait une infrastructure entière conçue pour la soutenir, elle et leur enfant, qu'elle le choisisse ou non. Il vous aime, dit simplement Caspian. Pas comme il vous aimait avant, ce qui était égoïste, distrait et conditionné par la convenance. Il vous aime comme un homme aime une femme lorsque la perdre lui a appris ce que signifie réellement l'amour. Alors que Brandy était assise dans le café où elle avait autrefois cru pour toujours, entourée de preuves d'une transformation qui semblait trop belle pour être vraie, elle sentit les murs soigneusement érigés autour de son cœur commencer à se fissurer.
pas à cause de gestes grandioses ou de cadeaux coûteux, mais grâce à la preuve systématique et documentée que Nicolas Cage avait passé 4 mois à devenir l'homme dont elle avait toujours eu besoin. La question n'était plus de savoir s'il avait changé, mais si elle était assez courageuse pour croire que ce changement durerait. Chapitre 6, Vulnérabilité révélée. Le tonnerre s'abattit sur Charleston comme le son du paradis qui se brise, et Brandy Rhodes réalisa qu'elle était sur le point de devenir la vedette d'un film catastrophe pour lequel elle n'avait jamais auditionné. La tempête était sortie de nulle part, transformant le ciel de fin d'après-midi en une toile meurtrie de noir et de violet alors qu'elle travaillait tard à la galerie. Maintenant, enceinte de 6 mois et piégée seule dans son cottage du quartier français alors que des vents dignes d'un ouragan transformaient la mousse espagnole en fouet et la pluie en balles, elle comprenait pourquoi sa grand-mère avait toujours dit que Mère Nature était la seule force plus têtue qu'une femme du low country. Son téléphone s'était éteint il y a 20 minutes, l'électricité était coupée depuis 1 heure, et l'eau s'infiltrant sous sa porte d'entrée suggérait que les problèmes historiques d'inondation de Charleston étaient sur le point de devenir très personnels. Elle allumait sa dernière bougie quand quelqu'un commença à marteler sa porte avec ce genre de désespoir qui signifiait soit un sauvetage, soit un désastre, et dans sa situation actuelle, elle n'était pas sûre qu'il y ait une différence. Brandy. La voix de Nicolas traversa la tempête comme une épée à travers la soie, indubitable, impossible, et exactement ce qu'elle espérait et redoutait à la fois. Ouvre la porte. La rue est inondée et ton cottage est dans une zone basse. Elle pataugea dans l'eau jusqu'aux chevilles pour déverrouiller la porte, et Nicolas trébucha à l'intérieur comme un homme qui avait lutté contre les éléments et perdu la bataille. Il était trempé jusqu'aux os, ses cheveux plaqués sur son crâne, son costume coûteux ruiné au-delà de toute réparation. Mais ses yeux gris flambaient de ce genre de fureur protectrice qui n'avait rien à voir avec l'argent ou les affaires, et tout à voir avec la femme portant son enfant, debout dans une maison inondée pendant la pire tempête de l'année. « Qu'est-ce que tu fais ici » Alta-t-elle, essayant d'assimiler la vue de son ex-mari se matérialisant dans son salon comme une sorte de dieu des mers bien habillé. « Ta voisine, Madame Patterson, a appelé Caspian paniqué, dit Nicolas, se débarrassant de sa veste trempée et se déplaçant immédiatement pour évaluer la situation de l'eau. Elle a dit que les égouts pluviaux ne pouvaient pas gérer la pluie, et que les zones basses s'inondaient rapidement. J'ai essayé de t'appeler, mais je tombais direct sur ta messagerie. Alors tu as conduit à travers un ouragan pour vérifier si j'allais bien ? La question sortit plus incrédule que reconnaissante, bien que sous son choc, Brandy sentit quelque chose de chaud et dangereux se déployer dans sa poitrine. J'ai conduit à travers un ouragan pour m'assurer que mon ex-femme enceinte ne se noyait pas dans un cottage historique avec un drainage du XVIIIe siècle, corrigea Nicolas, se dirigeant déjà vers sa chambre pour attraper des vêtements et l'essentiel. La distinction importe moins que de te mettre en sécurité. Une rafale de vent massif choisit ce moment pour faire trembler les fenêtres comme le poing d'un géant, et Brandy ressentit sa première véritable pointe de peur. L'eau montait plus vite maintenant, couvrant déjà ses chevilles et rampant vers les prises électriques avec une intention malveillante. « Nous devons partir, dit Nicolas, réapparaissant avec un sac hâtivement rempli de ses affaires. Ma voiture est garée en hauteur, mais nous devons bouger avant que la rue ne devienne impraticable. Je ne peux pas simplement abandonner ma maison, protesta Brandy, même alors qu'un autre coup de tonnerre la fit sursauter comme un chat effrayé. Elle n'est pas abandonnée si tu es vivante pour y revenir, répondit Nicolas d'un ton sombre. Mais si tu restes ici, il y a une réelle chance que tu ne le sois pas Brandy, je ne pars pas sans toi. Je t'ai déjà perdu une fois, et je serai damné si je dois te perdre à cause d'une tempête qui aurait dû être de catégorie 1 mais qui a décidé de faire un caprice sur Charleston. La sincérité dans sa voix traversa son indépendance obstinée comme une lame dans du beurre. Ce n'était pas l'homme d'affaires contrôlant qui avait autrefois essayé de gérer ses émotions comme des rapports trimestriels. C'était un homme terrifié à l'idée de perdre la femme qu'il aimait, et sa peur était finalement plus grande que sa fierté. « D'accord, dit-elle, surprise par sa propre capitulation. Mais si mon cottage part à la dérive pendant que nous sommes partis, c'est toi qui l'expliqueras à ma compagnie d'assurance. » Ils atteignirent sa voiture juste au moment où la rue se transformait en une rivière aux aspirations automobiles. Nicolas conduisait avec l'intensité concentrée de quelqu'un naviguant dans une apocalypse, prenant des routes qui évitaient les pires inondations, tandis que Brandy agrippait la poignée de la porte et essayait de ne pas penser à tout ce qui pourrait mal tourner. « Où allons-nous » demanda-t-elle alors qu'il s'éloignait du centre-ville où son manoir se dressait comme une forteresse contre la tempête. « Chez ma mère » répondit Nicolas, la concentration gravée dans chaque ligne de son visage. « C'est en hauteur à Somerville, et Evangeline se prépare pour des tempêtes comme celle-ci depuis l'ouragan Hugo. De plus, elle voulait te voir depuis le divorce,
donc ça lui donne une excuse pour nous materner tous les deux tout en prétendant que c'est l'hospitalité de l'ouragan. La mention d'Evangeline Cage envoya un frisson d'anxiété dans la poitrine de Brandy. La mère de Nicolas avait toujours été gentille avec elle, mais leur relation avait été compliquée par la protection féroce de la femme envers son fils et sa déception tout aussi féroce face au traitement qu'il infligeait à son mariage. Elle sait, demanda Brandy, sa main se déplaçant instinctivement vers son ventre arrondi. Elle sait que j'ai essayé de te reconquérir, et elle sait que j'assiste à des séances de thérapie comme un homme possédé. Elle ne sait pas pour le bébé, mais Evangeline Cage n'a pas élevé d'idiot. Elle le devinera environ 30 secondes après que tu auras franchi sa porte. Ils atteignirent l'élégante demeure antebellum juste au moment où la tempête atteignait son pic de fureur, la pluie tombant en nappe si épaisse que le monde extérieur disparaissait entièrement. Evangeline Cage les accueillit à la porte, portant une robe de chambre en soie et une expression d'inquiétude maternelle qui aurait pu alimenter toute la ville si Charleston avait compris comment exploiter l'inquiétude parentale pour produire de l'électricité. « D'où Jésus, vous ressemblez tous les deux à des rats noyés, déclara-t-elle, les faisant entrer avec l'efficacité de quelqu'un qui avait traversé des tempêtes littérales et métaphoriques. Nicolas, il y a des vêtements secs dans ton ancienne chambre. Brandy, chérie, j'ai tout ce qu'il te faut dans la suite d'amis, y compris ce thé à la lavande qui est censé être bon pour. Elle s'arrêta au milieu de sa phrase alors que son regard se posait sur l'état de Brandy, son hospitalité du Sud entrant en collision avec son instinct maternel, produisant un moment de silence cristallin parfait. Eh bien, dit finalement Evangeline, sa voix soigneusement neutre, cela explique pourquoi mon fils obstiné te poursuit avec le dévouement d'un homme possédé. À combien de mois es-tu, ma chérie? 6 mois, admit Brandy, trop épuisé par le drame de la soirée pour maintenir la prétention. Prévu pour mars. Le visage d'Evangeline se transforma, des années de déception et d'inquiétude remplacées par quelque chose qui ressemblait étrangement à une joie à peine contenue. 6 mois. Donc conçu juste avant que le divorce ne soit finalisé, ce qui signifie que ce bébé a été fait par amour, pas par rancune. C'est au moins ça. Comme invoqué par la mention du timing, Brandy sentit une crampe aiguë onduler à travers son abdomen, assez intense pour la faire halter et saisir le meuble le plus proche pour se soutenir. Le stress de la tempête, l'inondation, le bouleversement émotionnel de revoir Nicolas, tout la rattrapait en même temps. Brandy. Nicolas fut à ses côtés en un instant, ses mains douces mais fermes alors qu'il l'aidait à s'asseoir sur le canapé. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le bébé? Juste des contractions de Braxton X, dit-elle, essayant de paraître confiante alors qu'une autre contraction lui coupait le souffle. Faux travail. Parfaitement normal à 6 mois. Mais même en prononçant les mots, elle pouvait voir la peur fleurir dans les yeux de Nicolas comme des fleurs s'ouvrant à une lumière toxique. C'était un territoire inexploré pour eux deux. Une grossesse sans le filet de sécurité du mariage, une parentalité imminente compliquée par le divorce et les tentatives de réconciliation, et ce genre d'amour qui survivait à tout sauf aux gens qui le portaient. Devrions-nous appeler le docteur demanda Evangeline, se dirigeant déjà vers le téléphone avec l'efficacité de quelqu'un qui n'attendait pas la permission pour prendre les commandes. Les lignes téléphoniques sont coupées, dit Nicolas d'un ton sombre, et les routes sont impraticables. Nous sommes seuls jusqu'à ce que la tempête passe. Une autre contraction frappa Brandy, plus forte cette fois, et elle sentit le premier véritable frisson de panique dans sa poitrine. 6 mois, c'était trop tôt, trop dangereux, trop de complications en attente si son corps décidait de prendre le travail au sérieux. Nicolas, dit-elle, et son nom sortit comme une prière qu'elle n'était pas sûre d'avoir le droit de prononcer. J'ai peur. L'aveu lui coûta tout, sa fierté, son indépendance soigneusement maintenue, sa détermination à gérer la maternité en solo sans avoir besoin de personne. Mais alors que Nicolas s'agenouillait près du canapé et prenait ses mains dans les siennes, elle réalisa que certaines peurs étaient trop grandes pour être portées seule. « Je suis là », dit-il simplement, sa voix stable malgré la terreur qu'elle pouvait voir dans ses yeux gris. « Je suis là, et je ne vais nulle part. Quoi qu'il arrive, nous gérons ça ensemble. » Dehors, la tempête faisait rage avec une fureur biblique, transformant Charleston en une île de vent, d'eau et d'électricité sauvage. Mais à l'intérieur du salon d'Evangeline Cage, 2 personnes qui s'étaient perdues commençaient le processus délicat de se retrouver, guidées par le miracle grandissant entre elle et le genre d'amour assez fort pour traverser n'importe quelle tempête, s'ils étaient assez courageux pour lui faire confiance. Chapitre 7, la découverte. Le vernissage de la galerie devait être le triomphe de Brandy, le moment où le monde de l'art de Charleston reconnaîtrait enfin son talent,
mais cela devint la nuit où son secret soigneusement gardé explosa comme une bombe qu'elle ne pouvait désamorcer. À 7 mois de grossesse, elle était à court de robes fluides et d'angles qui pouvaient cacher la rondeur indéniable de son ventre. Le bébé était descendu plus bas cette semaine, se préparant à la naissance avec le genre d'efficacité déterminée qui suggérait que leur enfant avait hérité de la nature décisive de Nicholas en même temps que de son ADN. Debout dans la galerie de Zephyr Ashworth, entouré de ses peintures et de l'élite culturelle de la ville, Brandy se sentait simultanément invisible et complètement exposée. L'éclairage dans cette pièce est extraordinaire, disait Madame Caroline Middleton à sa compagne, les deux femmes étudiant l'interprétation de Brandy du lever de soleil sur le port de Charleston. Il y a quelque chose dans la façon dont elle capture l'espoir émergent des ténèbres qui vous coupe le souffle. Brandy souriait et hochait la tête, faisant la conversation polie, tandis que le bas de son dos hurlait de protestation et que ses pieds enflaient contre les limites de sa seule paire de chaussures habillées qui lui allait encore. Valencia l'avait prévenu que 7 mois de grossesse, c'était trop avancé pour un vernissage, mais cette opportunité se préparait depuis 3 ans. Elle n'allait pas laisser la grossesse faire dérailler la carrière pour laquelle elle s'était tant battue. Brandy rôde, en chair et en os. La voix glaça son sang comme de l'azote liquide. Elle se tourna lentement, priant pour l'avoir imaginé, mais là se tenait Remington Cross, l'associé de Nicholas et la seule personne à Charleston ayant à la fois l'intelligence de reconnaître son état et le manque de discrétion pour l'annoncer à quiconque à portée de voix. Remington, parvint-elle à dire, orientant instinctivement son corps pour minimiser son profil. Quelle surprise! Je ne m'attendais pas à vous voir à un vernissage. Ma femme m'a traîné ici, dit-il avec ce genre de sourire charmant qui n'atteignait pas ses yeux calculateurs. Elle parlait de soutenir les artistes locaux, et quand j'ai vu votre nom sur l'invitation, je n'ai pas pu résister à l'opportunité de voir comment vous vous adaptiez à votre nouvelle situation. La façon dont il insista sur « adaptiez » montrait clairement qu'il avait déjà remarqué ce qu'elle essayait de cacher. Remington Cross n'avait pas bâti une fortune en manquant les détails, et une grossesse à 7 mois n'était pas exactement subtile, peu importe à quel point elle se positionnait stratégiquement. J'ai été bien, dit-elle prudemment, sa main se déplaçant de manière protectrice vers le bas de son dos alors qu'une autre vague d'inconfort la traversait. Occupée avec mon art, appréciant l'indépendance de la vie de célibataire. L'indépendance, répéta Remington, son regard tombant ostensiblement sur son ventre. Comme c'est rafraîchissant, bien que je doive dire que vous arborez un sacré éclat, positivement rayonnante, pourrait-on dire, presque comme si vous vous épanouissiez d'une manière particulière. Avant que Brandy ne puisse répondre, une voix familière traversa le bruit ambiant de la galerie comme une lame à travers la soie. Remington, je ne savais pas que tu t'intéressais à l'art contemporain. Nicholas apparut à côté d'eux avec la grâce fluide d'un prédateur ayant repéré une menace sur son territoire. Il était dévastateur dans son costume anthracite, chaque pouce l'homme d'affaires prospère, mais Brandy pouvait voir la tension dans la position de ses épaules et quelque chose de dangereux briller dans ses yeux gris. Nicholas, mon ami, dit Remington avec une fausse chaleur, j'étais juste en train d'admirer le travail de Madame Rod et de commenter à quel point elle a l'air bien, rayonnante de santé et de vitalité. L'accent était indubitable et Brandy regarda la compréhension poindre dans l'expression de Nicholas comme un lever de soleil se brisant sur un champ de bataille. Son regard se déplaça vers son visage, puis descendit pour prendre en compte sa robe noire fluide, la façon dont elle se tenait avec une main pressée contre le bas de son dos, la rondeur indéniable que 7 mois de grossesse avait ajoutée à sa silhouette. Brandy, dit-il, et son nom était une question, une prière et une accusation, le tout enveloppé dans 2 syllabes qui détenaient le pouvoir de tout changer. Non, murmura-t-elle, mais c'était trop tard. Les mathématiques étaient écrites sur tout son visage, enceinte de 7 mois, divorcée il y a 4 mois, conçue pendant leur mariage alors qu'ils avaient perdu l'espoir d'avoir un jour des enfants. Depuis combien de temps? Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure, mais elle portait le poids du monde entier d'un homme basculant sur son axe. Excusez-moi, dit Remington avec une joie évidente, il semble que je sois tombé sur quelque chose de privé. Nicholas, nous devrions vraiment parler bientôt. De beaucoup de choses, semble-t-il. Il disparut dans la foule avec l'air satisfait de quelqu'un qui venait d'acquérir une information précieuse, laissant Brandy et Nicholas se dévisager à travers un gouffre qui venait de s'ouvrir et d'engloutir toute sa nouvelle vie soigneusement construite. 7 mois, dit Nicholas, ce n'était pas vraiment une question. Tu es enceinte de 7 mois de mon enfant et tu ne me l'as jamais dit. L'accusation pendait entre eux comme une lame, assez tranchante pour trancher l'espoir et les laisser tous deux en sang. Autour d'eux, la galerie bourdonnait de conversations et de rires, les gens admirant l'art et discutant technique,
tandis que le monde de Brandy s'effondrait dans l'espace entre deux cœurs brisés. Ce ne sont pas tes affaires, dit-elle, mais les mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. Tu as fait ton choix, le travail avant la famille, le succès avant l'amour. J'ai fait le mien. Pas mes affaires? La voix de Nicolas se brisa comme celle d'un adolescent, attirant les regards des invités voisins qui commençaient à sentir le drame dans leur soirée parfaitement orchestrée. Tu portes mon bébé et tu penses que ce ne sont pas mes affaires? Baisse la voix, siffla Brandy, tout à fait consciente de l'attention qu'ils attiraient. C'est ma carrière, mon moment. N'ose pas transformer ça en une autre scène à propos de tes sentiments. Mais alors même qu'elle parlait, une autre vague de douleur ondula à travers son abdomen, plus forte que les contractions de Braxton X qu'elle avait ressenties toute la semaine. Elle agrippa le mur pour se soutenir, son souffle se bloquant alors que l'intensité la prenait au dépourvu. Brandy. Nicolas fut à ses côtés instantanément, ses mains douces mais insistantes alors qu'il la stabilisait contre le mur. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le bébé? Je vais bien, insista TL, mais une autre contraction saisit son milieu, assez forte pour la faire halter et se plier légèrement en deux. Juste. Stressé, trop debout, trop d'excitation. Mais le visage de Nicolas était devenu pâle comme du marbre, son sens des affaires calculant immédiatement les délais et les possibilités. Quand est le terme? Quand est exactement ton terme, Brandy? Mars, dit-elle entre ses dents serrées, essayant de respirer à travers la douleur. Début mars. Nous sommes le 15 décembre, dit-il, sa voix serrée par une panique à peine contrôlée. Si tu es à 7 mois et que le terme est en mars, cela signifie que tu es plus avancé que tu ne l'admets. À combien de semaines es-tu, vraiment? Une autre contraction frappa avant qu'elle ne puisse répondre, celle-ci assez forte pour lui arracher un cri malgré sa détermination à rester silencieuse. Les conversations de la galerie commencèrent à s'apaiser alors que les gens remarquaient le drame se déroulant près du mur du fond, et Brandy réalisa que son pire cauchemar se réalisait, sa douleur privée devenait un spectacle public. 32 semaines, murmura-t-elle, la vérité s'échappant alors que son corps trahissait ses tentatives de secret. Je suis enceinte de 32 semaines et ce ne sont pas des contractions de Braxton X. L'aveu frappa Nicolas comme un coup physique. 32 semaines signifiaient que le bébé pouvait survivre s'il naissait maintenant, mais cela signifiait aussi qu'ils étaient en avance de 8 semaines, et les complications n'étaient pas seulement possibles, mais probables. Son visage passa par le choc, la terreur, et une sorte de fureur protectrice qui n'avait rien à voir avec la colère et tout à voir avec l'amour. Nous allons à l'hôpital, dit-il, sortant déjà son téléphone. Tout de suite. Je ne peux pas partir, protesta faiblement Brandy, même alors qu'une autre vague de douleur lui faisait agripper son bras pour se soutenir. C'est mon vernissage. Ces gens sont venus voir mon travail, et si je disparais? Ils sont venus voir de l'art, pas te regarder entrer en travail prématuré, dit Nicolas sombrement, ses bras glissant autour de sa taille pour soutenir son poids. Et si notre bébé décide de faire une apparition précoce, je veux des médecins, des infirmières et chaque pièce d'équipement médical de Charleston à portée de main. Zephyr Ashworth apparut comme invoqué, son visage élégant plissé d'inquiétude en prenant la mesure de la scène. De quoi avez-vous besoin, demanda-t-elle simplement, le genre de femme qui comprenait que les urgences exigeaient de l'action, pas des questions. Une ambulance, dit Nicolas, et le contrôle de la foule. Je ne veux pas que cela se transforme en divertissement pour les réseaux sociaux de Charleston. C'est déjà géré, répondit Zephyr, son téléphone déjà en main. Valencia gère les invités, et j'appelle le docteur et directement. Elle vous retrouvera à l'hôpital. Alors qu'ils attendaient l'ambulance, Brandy se surprit à s'appuyer contre la poitrine de Nicolas, son odeur familière et son rythme cardiaque régulier apportant un réconfort qu'elle se refusait depuis des mois. Les contractions devenaient plus fortes et plus rapprochées, et la réalité de la situation commençait à pénétrer son indépendance obstinée. J'ai peur, murmura-t-elle contre sa chemise, l'aveu lui coûtant tout ce qu'elle avait construit pour se protéger. 32 semaines, c'est trop tôt. Et si quelque chose n'allait pas? Et si je perdais le bébé parce que j'étais trop fier pour te le dire, trop têtu pour accepter de l'aide quand j'en avais besoin? Et, dit doucement Nicolas, sa main caressant ses cheveux avec la douceur dont elle se souvenait de leur début de mariage. Regarde-moi, Brandy. Regarde-moi. Elle leva les yeux pour rencontrer les siens, voyant sa propre peur reflétée dans des profondeurs grises qui avaient appris à prioriser l'amour sur tout ce qui semblait autrefois important. Notre bébé est fort, dit-il,
avec le genre de certitude qui pouvait déplacer des montagnes. Il est une part de toi et une part de moi, ce qui signifie qu'il est assez têtu pour survivre à tout et assez intelligent pour savoir quand il est aimé. Et il est aimé, Brandy. Que tu me pardonnes ou non, que nous trouvions comment être une famille ou non, ce bébé est aimé au-delà de toute mesure. L'ambulance arriva avec des sirènes qui semblaient inutilement dramatiques pour ce que Brandy espérait toujours être un faux travail, mais alors que les ambulanciers l'aidaient à monter sur la civière, une autre contraction puissante la convainquit que leur enfant avait hérité de l'impatience de Nicolas en même temps que de sa détermination. « Monsieur ?» L'ambulancier regarda Nicolas avec une efficacité professionnelle. « Êtes-vous le père ?» Les yeux de Nicolas rencontrèrent ceux de Brandy, demandant la permission pour une revendication qui lui avait été refusée pendant 7 mois. Elle vit l'espoir et la terreur se battre dans son expression, vit l'homme qui avait appris trop tard ce qui comptait le plus, demandant la chance d'être présent pour le moment le plus important de leur vie. « Oui, dit-elle, le mot sortant plus fort qu'elle ne se sentait. C'est le père. » Alors que l'ambulance s'éloignait de la galerie avec les sirènes hurlantes, Brandy serra la main de Nicolas tandis que leur bébé se préparait à faire une entrée qui changerait tout. Derrière eux, son art restait sur les murs, beau et significatif et complètement insignifiant comparé au miracle qui était sur le point soit de les réunir, soit de les déchirer à jamais. « J'aurais dû te le dire, dit-elle, alors qu'une autre contraction atteignait son pic. J'aurais dû te faire confiance pour ça. Nous trouverons une solution, répondit Nicolas, son pouce traçant de doux cercles sur sa paume. Quoi qu'il arrive, quoi que notre bébé ait besoin, nous trouverons une solution ensemble. Je te le promets, Brandy. Je te promets tout. À travers les fenêtres de l'ambulance, Charleston défilait dans un flou de lumière et d'histoire, une ville qui avait traversé des tempêtes et des guerres et l'ascension et la chute d'innombrables histoires d'amour. Ce soir, elle serait témoin du début d'un nouveau chapitre de la leur, un chapitre écrit dans la langue du pardon, de l'espoir et du genre d'amour qui était assez fort pour survivre même aux erreurs les plus dévastatrices. L'hôpital se dressait devant eux comme un phare de sécurité et de possibilités, et Brandy Rhodes s'accrochait fermement à la main de l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer tandis que leur enfant se préparait à leur apprendre à tous deux ce que signifiait vraiment faire passer la famille en premier. Chapitre 8, se battre pour toujours. 26 heures de travail ressemblaient à une vie entière à payer pour chaque erreur qu'ils avaient jamais commise, mais Nicolas Cage n'avait jamais été aussi reconnaissant de souffrir de toute sa vie. Il avait tenu la main de Brandy à travers des contractions qui allaient et venaient comme des vagues de tempête, la regardant se battre pour mettre leur enfant au monde en toute sécurité tandis qu'il menait sa propre bataille contre la terreur de les perdre tous les deux. L'équipe de néonatologie était en attente, la salle d'accouchement était préparée aux complications, et le docteur avait expliqué en terminologie médicale prudente que les bébés de 32 semaines survivaient généralement mais faisaient face à des défis qui pouvaient durer des mois ou des années. Ça prend trop de temps, halta Brandy lors d'un bref répit entre deux contractions, ses cheveux plaqués sur son front par l'épuisement et la détermination. Quelque chose ne va pas. Je peux le sentir. Tout va bien, dit Nicolas, mais sa voix portait ce genre de fausse confiance qui ne trompait personne, et surtout pas la femme qui le connaissait depuis 8 ans et l'avait aimé la plupart de ce temps. Docteur dit-il d'abord, les bébés prennent du temps, et notre bébé est juste prudent quant à son entrée. La vérité était que Nicolas était terrifié depuis le moment où ils étaient arrivés au centre médical régional de Charleston, regardant les machines surveiller le rythme cardiaque de leur enfant tandis que Brandy endurait une douleur qui semblait conçue pour briser des gens plus forts que d'eux. Il avait passé les 26 dernières heures à alterner entre prière et panique, tenant sa main pendant qu'elle la serrait assez fort pour laisser des bleus, et pensant à toutes les façons dont il l'avait déçue quand elle avait le plus besoin de lui. « J'ai besoin de pousser », dit soudainement Brandy, sa voix prenant la qualité urgente qui montait depuis leur passé. « Docteur j'ai besoin de pousser tout de suite. » « Pas encore, ma chérie, » dit le docteur, vérifiant les moniteurs avec une efficacité rodée. « Le rythme cardiaque du bébé est fort, mais nous avons besoin d'un peu plus de dilatation avant qu'il ne soit sûr de commencer l'étape finale. » Nicolas regarda l'impuissance inonder le visage de Brandy, la même expression qu'elle avait portée pendant leurs années de traitement de fertilité quand son corps avait semblé être un traître à ses rêves. Sans réfléchir, il grimpa sur les trois lits d'hôpital à côté d'elle, la rassemblant contre sa poitrine pour qu'elle puisse se reposer entre les vagues de douleur. « Rappelle-toi ce que tu avais l'habitude de me dire pendant la fusion avec Patterson Industries, murmura-t-il contre ses cheveux, quand j'étais convaincu que tout allait s'effondrer et que je ne voyais pas de chemin à suivre. Que certaines choses valent la peine de se battre même quand l'issue est incertaine, murmura Brandy, sa voix étouffée contre son épaule. Et quoi d'autre ?
que les meilleures victoires viennent du refus d'abandonner quand abandonner serait plus facile. Un petit sourire fantomatique traversa ses lèvres malgré la douleur. Tu utilises mes propres conseils contre moi, Nicolas Cage? Absolument, dit-il en déposant un baiser sur son front. Parce que tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue, et notre bébé a la chance d'être une part de toi, ce qui signifie qu'il ira très bien, et toi aussi. Une autre contraction frappa, plus forte que les précédentes, et la prise de Brandy sur sa main devint assez douloureuse pour le rendre reconnaissant de n'avoir jamais cassé de doigt dans sa jeunesse. Mais il tint bon, absorbant sa douleur de la seule façon qu'il pouvait, la laissant utiliser sa force quand la sienne menaçait de vaciller. « Monsieur Cage ?» Le docteur éleva les yeux de sa position au pied du lit. « J'ai besoin que vous aidiez Brandy à s'asseoir. C'est l'heure. » L'heure suivante passa dans un flou de chaos organisé, les professionnels médicaux se déplaçant avec une efficacité chorégraphiée tandis que Brandy livrait la bataille la plus dure de sa vie. Nicolas avait pensé comprendre la pression lors d'OPA hostiles, mais regarder la femme qu'il aimait lutter pour mettre leur enfant au monde en toute sécurité redéfinissait chaque concept de stress qu'il avait jamais connu. « Je vois la tête », annonça le docteur et, sa voix portant ce genre d'excitation qui signifiait que tout se déroulait normalement. « Encore une grosse poussée, Brandy. Encore une, et tu rencontreras ton bébé. » Brandy poussa avec chaque once de force qui lui restait, le visage empourpré par l'effort et la détermination, et Nicolas sentit son cœur point le temps sembla suspendre son vol alors que leur enfant glissait dans ce monde avec un cri qui sonnait comme une annonce de victoire. « C'est un garçon, docteur », annonça et en soulevant un petit être humain parfait, qui protestait déjà contre son arrivée avec une capacité pulmonaire impressionnante. Le bébé était plus petit que ce que Nicolas avait imaginé, sa peau légèrement translucide et ses traits délicats, propres aux enfants nés avant l'heure. Mais son cri était puissant, ses mouvements vigoureux, et lorsque l'équipe de néonatologie l'évalua rapidement, leurs sourires suggérèrent que 32 semaines avaient suffi à ce miracle particulier pour survivre et s'épanouir. « Est-ce qu'il va bien ?» demanda Brandy, la fatigue et l'anxiété se livrant bataille dans sa voix alors que l'équipe médicale s'affairait autour de leur fils. Sa respiration, son cœur. Est-ce que tout fonctionne comme il se doit? Les premières évaluations sont excellentes, docteur, l'assura et en recevant le petit Will des mains de l'infirmière pour le déposer sur la poitrine de Brandy pour leur premier contact peau à peau. Il respire seul, son teint est bon, et ses scores d'Apgar sont bien meilleurs que ce que nous espérions pour un terme de 32 semaines. Il devra rester en service de néonatologie pour surveillance et aide à l'alimentation, mais ce petit bonhomme semble être un vrai battant. Nicolas fixait son fils et sentit un basculement fondamental s'opérer dans sa poitrine. Ce petit être était une part de lui et une part de Brandy. Il était la manifestation physique d'un amour qui avait survécu au divorce, à la séparation et à toutes ces erreurs qui semblaient insurmontables quelques heures plus tôt. Les yeux de Will étaient clos, mais sa petite main serrait le doigt de Brandy avec une détermination suggérant qu'il avait hérité de bien plus que leur simple ADN. « Il est parfait », murmura Nicolas, la voix brisée par l'émotion. « Brandy, il est absolument parfait. »« Il est prématuré », dit-elle, mais sa voix portait de l'émerveillement plutôt que de l'inquiétude tandis qu'elle effleurait les traits de son fils. « Mais il est là, il est à nous, et il est... » Elle leva les yeux vers Nicolas, les joues inondées de larmes. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. » La plus belle chose que nous ayons jamais créée, corrigea Nicolas en se penchant pour embrasser le front de son fils, puis la femme qui lui avait offert le plus beau des cadeaux. La plus belle chose que nous créerons jamais ensemble. Alors que l'équipe médicale s'apprêtait à transférer Will vers l'unité de soins intensifs néonatales, NICU, Nicolas sentit le poids de la responsabilité se poser sur ses épaules comme un manteau qu'il était né pour porter. Il ne s'agissait plus de fusion, de rapport trimestriel ou de bâtir un empire qui lui survivrait. Il s'agissait d'être présent pour chaque biberon, chaque étape, chaque instant qui compterait dans la vie de son fils. « Je veux être ici », dit-il soudainement. Pas seulement pour les heures de visite ou les rendez-vous prévus. Je veux être là pour tout, les repas à 3 heures du matin, l'échange, les nuits où il sera agité et où rien ne semblera l'apaiser. Je veux être le père qu'il mérite, pas celui que j'ai eu. Brandy étudia son visage avec l'intensité de quelqu'un cherchant sa route sur une carte inconnue. Et ton entreprise? L'héritage de ton père? Toutes ces choses qui étaient plus importantes que notre mariage. J'ai démissionné de mon poste de PDG la semaine dernière, avoua Nicolas. J'ai promu Reminton et restructuré mon rôle pour me concentrer sur la stratégie à long terme plutôt que sur les opérations quotidiennes. 40 heures par semaine maximum, aucune obligation le week-end,
aucun voyage de plus de 3 jours. Je veux être un père présent, Brandy. Je veux redevenir l'homme dont tu es tombée amoureuse, et non ce bourreau de travail qui avait oublié de faire de sa famille une priorité. Cette confession resta suspendue entre eux comme un pont jeté au-dessus d'un gouffre impossible. Tu as démissionné, répéta TL lentement. Tu as vraiment abandonné tout ce que tu as mis 20 ans à bâtir? J'ai abandonné un titre, corrigea Nicolas. J'ai gardé ce qui importe, la sécurité financière de notre famille, la possibilité de travailler sur des projets qui me passionnent et la flexibilité d'être présent pour ce que j'aime. J'ai simplement renoncé à ce qui était en train de tuer tout ce qui m'était cher. Chapitre 10, le cœur retrouve son foyer. 3 semaines passées en néonatologie apprirent à Brandy que l'amour pouvait être à la fois la force la plus sublime et la plus terrifiante de l'univers, surtout lorsqu'il tenait dans un paquet de 2 kilos luttant pour chaque bouffée d'air. Will avait défié les pronostics, mais les bébés prématurés restent imprévisibles. Nicolas s'était pratiquement installé à l'hôpital, apprenant à changer des couches minuscules sur le corps frêle de son fils. Lorsque le docteur Martinez annonça enfin que le retour à la maison était envisageable, le soulagement fut immense. Mais Nicolas proposa alors de s'installer tous ensemble dans sa demeure pour que Will bénéficie de tout l'équipement nécessaire. On peut essayer de vivre sous le même toit, pour le bien de Will, accepta finalement Brandy. Mais chambre à part, espace séparé, et aucune attente sur ce que cela signifie pour nous deux. Le drame survint 6 semaines après la naissance. Un cri étouffé, une alarme qui déchire le silence de l'aube. Will ne respirait plus, ses lèvres viraient au bleu. Dans un ballet parfaitement orchestré par l'adrénaline et l'amour, Nicolas et Brandy pratiquèrent les gestes de premier secours qu'ils avaient appris. Lorsque Will finit par reprendre son souffle dans un cri salvateur, quelque chose se brisa et se répara simultanément dans le cœur de ses parents. Plus tard, à l'hôpital, une fois le danger écarté, Brandy prit la parole. « Je veux essayer à nouveau », dit-elle, sa main dans celle de Nicolas. Pas seulement pour Will, mais parce que je t'aime encore. J'aime l'homme que tu es devenu. Nicolas l'embrassa avec une intensité désespérée. Je te choisis, murmura-t-il. Chaque jour, pour le restant de ma vie. Il sortit de sa poche un petit écrin de velours. À l'intérieur, point de diamant, mais un simple anneau de platine gravé de coordonnées géographiques. C'est l'endroit exact où je t'ai demandé en mariage à la plantation Middleton, expliqua-t-il nerveusement. Je ne te demande pas de m'épouser à nouveau aujourd'hui. Je te demande de me choisir à nouveau, chaque jour. Lorsqu'elle glissa la bague à son doigt, elle eut l'impression de rentrer enfin chez elle. 3 heures plus tard, ils franchissaient le seuil de leur maison en tant que famille. Charleston s'enfonçait dans la douceur du soir. Leur histoire n'était pas celle d'un millionnaire voulant récupérer sa femme, mais celle de 2 êtres imparfaits ayant découvert que les plus grandes victoires ne se gagnaient pas dans les conseils d'administration, mais dans ces instants silencieux où l'on choisit de se battre pour l'amour plutôt que d'y renoncer.